Agora, depois da antestreia em Lisboa, como é que se sente? O realizador Nick Willing. Eu sinto muito aliviado, que correu tão bem, que a reação é tão boa. Imagina se isto não tinha corrido bem. Oi, ai, ai. E esperando que as pessoas possam ver este filme em Sim, Portugal. Eu acho que todos os portugueses vão achar muito engraçado, muito interessante, que é também a história de Portugal mesmo. Obrigada, Nick Willing, realizador, filho de Paula Rego, à volta destes bonecos que contam também a história da pintora portuguesa, mas acima de tudo apresentando esse filme extraordinário que se chama Paula Rego, Histórias e Segredos. Porque é bem verdade, há muitos segredos neste filme que vale a pena olhar. Pure Comedy é o novo Originais de Father John Misty, que vem em Lisboa dia 20 de novembro para lembrar os seus fãs que continua a fazer música assim. The comedy of man starts like this. Our brains are way too big for our mother's hips. And so nature, she devised this alternative. We emerge half-formed and hope whoever greets us on the other end. É apenas algum pormenor e uma réplica desse ateliê onde trabalha Paula Rego todos os dias, a partir dessa estreia que acontece em Portugal, do documentário feito pelo seu filho, realizador Nick Willing. Aqui temos na Casa das Histórias, em Cascais, uma nova viagem através da obra desta grande pintora portuguesa, mas também do mundo. Olhando para isso que é a literatura também do mundo, temos aqui esta edição da editorial Presença extraordinária. Orhan Pamuk, que foi também Prémio Nobel da Literatura, nesta edição, Cevdet Bey e os seus filhos. É a primeira vez que está traduzido em português. Já sabe, entre a arte e cultura, estas são mesmo as suas, as nossas, horas extraordinárias. We can swim. It's hard not to fall in love with something so helpless. RTP3. Toujours dur les noms, hein. D'accord. Alors regardez qui est là pour parler de l'Europe ce matin. Qu'est-ce qu'elle a, Lulu, sur elle? Judith? Un drapeau, c'est le drapeau de quel pays? De l'Irlande. C'est le drapeau de l'Irlande. Alors comment tu le reconnais? De quelle couleur il est, le drapeau? Vert, blanc et jaune. Jaune. Orange. Alors voici le souvenir que Lulu avait ramené de son dernier voyage, le drapeau irlandais. D'accord? Alors, Lulu, pendant tous ses voyages, où est-ce qu'elle est allée à chaque fois? Dans quel genre d'endroit? Dans la capitale. Non. Dans des écoles. Dans des écoles. Lulu est allée dans plusieurs écoles. Alors, la première école dans laquelle elle est allée? À Athènes. Athènes, c'est la capitale de la Grèce, d'accord? La deuxième école dans laquelle elle est allée? En Pologne. En Pologne. Dans un tout petit village qui s'appelait Lubzina. Dans un pays qui fait partie de l'Union européenne. D'accord. Ensuite, vous allez sortir une règle et un crayon à papier. Vous avez vos trousses. Je crois que les mouvements patriotes sont dans le sens de l'histoire. Que, encore une fois, les peuples ont soif de retrouver la maîtrise de leur destin.
et de retrouver leur liberté. Que l'Union européenne, comme tous les empires, va s'effondrer sur elle-même. La Grèce renoue avec les grandes manifestations. C'est aujourd'hui que le gouvernement de coalition a annoncé son énième plan d'austérité. 40 000 personnes ont défilé à Athènes contre ce nouveau tour de vis sur les salaires et les impôts. Les forces anti-émeutes ripostent à coups de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes. Le Parlement est en état de siège. Je suis extrêmement déçu. Vraiment déçu par la manière dont l'Union européenne fonctionne. Elle se construit, cette Europe, sur une absence d'intérêt général européen. Évidemment, cette Europe est en train d'échouer. Et elle échoue. Une Europe avec 26 millions de chômeurs, des millions de pauvres, est une Europe qui échoue. Nous savons maintenant que ce que nous appelons mémorandum ou politique d'austérité a été très néfaste pour l'économie, la société et les droits de l'homme. À l'heure actuelle, plus d'un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. Dans certains cas, je vous parle d'une pauvreté extrême. C'est un problème pan-européen, parce que ces politiques d'austérité ne mettent pas en péril uniquement les économies des pays les plus faibles, mais également la possibilité d'une Europe unie. Comment vous pouvez aimer un continent ou une idée ou l'idée européenne avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui? La seule région, continent qui est vraiment en difficulté, c'est l'Europe pour le moment. Il y a de la croissance entre 7 et 8% en Chine, entre 5 et 6% en Inde, entre 4 et 5% en Afrique. Il y a 3% de croissance aux États-Unis. Le seul continent qui est vraiment en crise, quand on voit les faits, c'est l'Union européenne. L'Europe traverse une phase de crise, c'est d'ailleurs pas la première fois, depuis, disons, les années 50 où on a commencé la construction de cet édifice, il y a parfois eu des crises. Mais celle-ci est probablement la plus sérieuse de toute la vie de l'Union européenne, parce que ça a révélé un certain nombre de défauts de construction. C'est pas une crise comme les autres, c'est une crise de mutation. C'est la fin d'une Europe qui est un îlot de prospérité avec les États-Unis dans un monde en développement. Ce n'est plus ce monde-là dont on parle. Je sais bien qu'aujourd'hui l'Europe est encore le continent le plus riche, le plus peuplé, etc. Mais ça ne va pas durer toujours. Et si on n'arrive pas à corriger le tir, si on n'arrive pas à réorienter les choses, eh bien, nous sommes devant un risque mortel. Si l'on continue d'avoir une Europe à plusieurs vitesses, on ne pourra plus assurer la cohésion en Europe. Si on continue à considérer que ce qui est important, c'est d'abord et avant tout de mettre en œuvre un marché intérieur sur une concurrence libre et non faussée, blablabla, si on considère que c'est ça l'alpha et l'oméga des politiques européennes maintenant, alors moi je vous le dis, l'Europe elle va mourir. Séisme, onde de choc ou tsunami, Marine Le Pen a triomphé hier soir. Le Front National est devenu le premier parti de France. Il a multiplié son score par 4 en 5 ans. C'est l'envolée des eurosceptiques. Ils obtiennent 140 sièges. Ils seront 3 fois plus nombreux que dans le Parlement sortant. Celui qui veut faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne avait promis un séisme politique. Il a tenu parole. Son parti, le UKIP, arrive en tête avec 27,5% des voix. En Hongrie, le parti d'extrême droite Jobbik, accusé de racisme et d'antisémitisme, est numéro 2, avec 14,7% des voix. Enfin, les néo-nazis grecs font leur entrée au Parlement européen. Leur parti, Obdoré, obtient 9,4%. Jamais le Parlement européen n'aura accueilli autant de députés anti-européens. L'histoire de l'Europe depuis le 19e siècle montre que
à chaque fois qu'il y a eu des difficultés économiques et sociales, les mouvements populistes en ont profité. Très souvent, quand un homme politique dit la vérité, on l'accuse d'être populiste ou démagogue. C'est curieux. Donc, si populiste signifie dire la vérité, nous sommes extrêmement populistes. Au mouvement 5 étoiles, nous sommes contre des institutions qui ne voient plus le citoyen comme étant actif de la vie politique. C'est un concept que nous voulons renverser complètement. Les institutions sont au service des citoyens et non l'inverse. Nous avons été fondés pour répondre à la demande de ceux qui ne voulaient pas voir des lois faites par des gens d'autres pays et par des gens qui ne sont pas élus. Le principe de base de l'Union européenne est que les lois sont faites par les commissaires, qui ne sont pas élus par le peuple européen. Les eurodéputés, comme moi, ne peuvent ni être à l'initiative des lois ni les changer. Tout ce que nous pouvons faire, c'est les amender de temps en temps. Nous avons une Europe de bureaucrates et de commissaires qui ne sont pas élus. Et ce sont eux qui sont en charge des lois pour l'emploi, de nos politiques commerciales, de nos lois environnementales. Et pour ce qui est de ces gros bonnets, il n'y a rien que vous en France ou nous au Royaume-Uni puissions faire, car on ne les élit pas et on ne peut pas les renvoyer. Ce projet est en réalité la mort de la démocratie nationale. Il est vrai que dans la plupart des domaines de l'intégration européenne, on a donné à la Commission le pouvoir d'initiative pour une raison simple, c'est que si ce sont des États qui proposent des choses, ils vont proposer des choses qui sont dans l'intérêt des États, pas forcément dans l'intérêt de l'Union. Et donc, la Commission est gardienne de l'intérêt général européen. Quand vous êtes commissaire européen, vous êtes européen. Vous oubliez votre nationalité, d'ailleurs vous prêtez serment devant la Cour de justice de l'Europe, avec une grande cérémonie, avec des jus, avec des grands chapeaux, des grandes toges, et vous jurez que, à partir du moment où vous êtes commissaire, vous n'obéissez plus à aucune instruction nationale. On voit bien que l'Europe finit par cristalliser un mécontentement, et c'est assez facile parce que les institutions sont différentes de celles qu'on a au niveau national, parce qu'il y a une complexité qui est inhérente au nombre de participants. Quand vous faites une législation ici, vous la faites pour 500 millions d'Européens. Il s'agit vraiment de faire comprendre aux gens qu'on a besoin de prendre des décisions à une autre échelle. Donc vous avez une phase de préparation de la décision, c'est la Commission européenne qui l'a fait. Ensuite, c'est simple, vous avez deux chambres qui sont le législateur collectivement, qui sont le Parlement européen, pour représenter les citoyens, et le Conseil des ministres, où sont représentés les États. Vous avez une double légitimité en Europe, c'est la légitimité des peuples et la légitimité des États. Donc la Commission prépare la décision, le Parlement et le Conseil doivent voter le texte dans les mêmes termes. Donc vous avez des discussions comme il y a une navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat en France. Si ce n'est qu'ici, ce n'est pas eux qui ont le dernier mot, ce n'est pas nous qui avons le dernier mot, il faut vraiment qu'on se mette d'accord. Donc voici la devise de l'Europe, unie dans la diversité. Qui peut nous en dire plus sur cette devise? En fait, même si on a des cultures différentes, des religions différentes, eh ben on est tous pareils. Alors, quel est notre point commun? Même si on est de plusieurs pays espagnols ou français, ben, on est quand même européens. D'accord. Quelle est la principale différence entre ces pays-là? Clémentine? La langue. La langue. Pourquoi vous pensez qu'il a été utile pour tous ces pays de se grouper ensemble pour former cette Union européenne? Gabriel? Comme ça, ils se faisaient moins la guerre. Ces pays-là se font moins la guerre. Édouard? S'il y a la guerre, ils sont plus forts. Donc ça sert à ce qu'ils soient unis, déjà pour être ensemble s'il y a une guerre. Ça sert aussi justement l'inverse. Ça raconte que vous parlez que de guerre, mais... Aussi à faire la paix. À faire la paix, pour qu'il y ait la paix entre les pays d'Europe. Pour toutes ces questions, pas de frontières, ni de nations, car les frontières et les nations restreindraient notre effort, retarderaient la rapidité avec laquelle nous pouvons atteindre ce résultat, et finalement, c'est l'individu, nous tous, vous et moi, qui en subirions les conséquences. Tout système qui consisterait à transmettre notre souveraineté à des aréopages internationaux serait incompatible avec les droits et les devoirs de la République française.
Historiquement, vous savez, il y a eu deux grandes tendances européennes qui se sont affrontées. Ça a été l'Europe de Jean Monnet et l'Europe, on va dire, de Gaulle, pour résumer. C'est l'Europe de Jean Monnet qui l'a emportée, c'est-à-dire une Europe fédérale, telle que nous la connaissons aujourd'hui, alors que la volonté qui était celle au départ de Gaulle sur l'Europe, c'était plutôt une Europe des nations, c'est-à-dire une Europe quand même, mais des nations souveraines. Il y a un continent européen, mais tant que cette institution européenne que nous vivons est contraignante pour les nations et technocratique dans son fonctionnement, elle n'aura aucune existence. Les Français rejettent la... 29 mai 2005, 13 décembre 2007. Depuis le jour où la France a dit non à la Constitution européenne, il aura donc fallu 2 ans et demi pour passer d'un traité à l'autre, pas si différent sur le fond. Les 27 pays ont donc signé officiellement le traité de Lisbonne aujourd'hui. Le texte définit le cadre de fonctionnement de l'Union pour faciliter la prise de décision. Il remplace donc la Constitution repoussée il y a 2 ans et demi par référendum. Depuis le traité de Lisbonne, l'Union européenne a pris la direction de la construction d'un empire. Ils cherchent de plus en plus à réduire la souveraineté des nations. Ils se dirigent vers une atrophie des nations et veulent ériger les États-Unis d'Europe. Angela Merkel et avant elle le président Barroso ont affirmé ouvertement que la création d'un tel super-État était leur objectif. Ils veulent vraiment d'un pays qui s'appellerait l'Union européenne. Nous pensons que c'est une erreur. Alors comment combattre ça ? Nous sommes ici et nous nous battons dans ce cadre-là parce que nous essayons de représenter les intérêts nationaux de la Hongrie. Ben ça, c'est tout le paradoxe que font ces élus ici, alors que c'est une institution pour construire l'Europe et qui sont là pour la détruire. Eh bien, je pense que c'est peut-être le début de ce combat-là. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes 23. Peut-être que dans 5 ans, nous serons le double, on n'en sait rien. Ou qu'en tout cas, notre philosophie, j'allais dire politique, d'Europe des patries fera tâche dans les autres pays d'Europe pour constituer à terme une majorité au Parlement européen. Voilà, je pense que le combat, il est partout. Concrètement, mon travail est très étendu et varié. Je suis en principe toutes les semaines à Bruxelles, du lundi au jeudi ou vendredi, selon les engagements. Et une semaine par mois à Strasbourg est consacrée aux travaux en séance plénière où les 750 membres se réunissent et il y a un débat sur quelques questions pour parvenir au texte final qui sera approuvé par tous les députés en séance plénière. J'avais, comme tout le monde, l'impression qu'un député, ça allait ou à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ou au Parlement européen, Bruxelles ou Strasbourg, et que c'était absent en hémicycle parce que ça profitait pour voyager. Mais pas du tout. On est absent de l'hémicycle parce qu'il y a plein d'autres choses en même temps à faire. Vous êtes pris par la machine et je peux vous assurer qu'on n'a pas beaucoup de temps à nous. Alors, par exemple, Bruxelles, je ne connais toujours pas. Je n'ai pas eu le temps d'y aller. Et Strasbourg, je commence à découvrir un petit peu parce que la ville est plus petite. Et évidemment, le soir, quand on rentre à l'hôtel, on en profite un petit peu pour voir ce qui s'y passe. Une ville magnifique. Il paraît qu'il y en a quelques-uns qui viennent. Mais bon, vous pouvez aussi faire acte de présence et puis regarder votre ordinateur et ne pas participer au débat. Ce qui est certain, c'est que pour ces gens-là, vous savez, le mot « travailler » n'est d'ailleurs pas le mot le plus approprié parce qu'ils ne font pas grand-chose ici. Non, ici, ils discutent Nous ne sommes pas respectés, malgré les millions d'électeurs que nous représentons. Marine Le Pen a fait du bon boulot en essayant de changer son parti. Mais, selon moi, le Front National traîne trop de casseroles. Pour former un groupe, il faut 25 élus et sur 7 nationalités. Pour l'instant, nous n'avons que 5 nationalités. Et Marine Le Pen a la sagesse de ne pas confondre vitesse et précipitation.
Parce que les gens avec qui on va s'associer, il faut qu'on s'assure de leur probité, de leur honnêteté et de leur pensée politique. Le Parlement européen, c'est une tribune politique, c'est une vitrine qui vous permet d'accéder à la parole et qui vous crédibilise. Un des reproches que je fais à tous ces nationalistes, c'est qu'eux ne s'adressent qu'à leur petit public. Ça passe pas à la barre en général. Les populistes français s'adressent aux Français pour dire des trucs en français qui plaisent aux Français. Les populistes allemands vont s'adresser en allemand pour dire des choses qui plaisent aux Allemands. Et on voit bien pourquoi, au bout d'un moment, ils seront absolument incapables de construire quoi que ce soit, parce qu'en plus, ils auront chauffé les opinions publiques. Ah, je connais un exemple, là, c'est Marine Le Pen, qui ne fait rien d'autre que d'utiliser l'enceinte ici pour lancer des cris patriotiques, hein, soi-disant patriotiques, mais qui ne mènent à rien du tout, parce qu'elle n'est jamais là, hein, sauf pour faire ce petit discours de 1 minute ou de 2 minutes et de cracher, hein, je dirais, sur tout le monde. Quand Marine Le Pen parle au sein du Parlement européen, on voit bien qu'elle est beaucoup plus écoutée que le président du groupe PPE, dont je suis persuadé personne ne sait qui c'est aujourd'hui. Donc je pense que d'abord, c'est ça qui est important, le message, lui, il porte. Ces QFD, ils se servent de la tribune qu'ils ont ici, à la fois comme moyen d'accroître leur audience ou d'avoir une tribune, à la fois sur la scène européenne et sur la scène nationale. C'est un travail de remise en perspective de notre pensée politique dans une enceinte habituée depuis 20-30 ans à pratiquer une seule manière de voir, de penser. L'idée de droite ou de gauche n'est plus d'actualité, elle est obsolète, parce que tous les partis politiques ont essayé de se fondre dans la social-démocratie. Ils ne sont plus vraiment ni socialistes, ni de droite. Ils partagent tous les mêmes idées politiques. Quand vous avez l'UMP, on va dire européen, qui donne la présidence du Parlement aux socialistes, en l'occurrence M. Schulz, et que les socialistes européens donnent la présidence de la Commission à M. Juncker, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Ça ne peut pas avancer. Les citoyens ont compris que cette Europe-là, ben, elle est bloquée, elle est immobile. Il y a un mot-clé qui malheureusement est trop absent dans la réflexion politique en France, c'est le mot influence. Le soir des élections, il n'y a pas une majorité et une opposition, mais il y a des coalitions qui sont forgées, dossier après dossier. Et le mot-clé, c'est influence. Vous êtes dans un jeu collectif. C'est comme jouer au basket ou jouer au football. Une bonne équipe, c'est celle qui a à la fois un goal qui est bon, qui a à la fois un attaquant qui est bon, des défenseurs qui sont bons, etc. Et c'est un jeu qui d'ailleurs est assez intéressant intellectuellement. Si on se dit, bon, l'essentiel, c'est d'arriver à une solution qui finalement sera portée par un maximum de monde, c'est une autre manière de faire. Mais ça supposerait justement que les Français soient beaucoup plus présents et envoient des gens de meilleure qualité et plus engagés dans ce Parlement. Ce que je perçois là, c'est que de très nombreux politiques adorent être des politiques, et c'est très dangereux. Quand vous aimez être un homme politique, vous oubliez ce pourquoi vous êtes là. Au début, je pensais vraiment être arrivé dans une sorte de monde orwellien. Et chaque jour, je découvrais que l'on était peu de choses, étant pratiquement réduits à être des figurines ou des marionnettes de ceux qui tirent les ficelles de la politique. Par exemple, nous dénonçons le scandale Juncker en ce qui concerne la fiscalité. Tout le monde sait aujourd'hui que le président Jean-Claude Juncker a permis, alors qu'il était Premier ministre et ministre des Finances du Luxembourg, que son pays devienne un paradis fiscal, en concluant des accords secrets avec près de 300 grandes sociétés. Je ne m'excuse pas pour ce que j'ai pu faire pour mon pays. La commission que j'ai l'honneur de présider va lutter contre l'évasion fiscale. Je le ferai, n'en doutez pas. Ne me décrivez pas comme le grand ami du grand capital. On se fout de nous.
On se fout de nous, on est encore en train d'apprendre aujourd'hui, mais on le savait entre guillemets, mais là on a les preuves que M. Juncker, Premier ministre du Luxembourg, il a détourné légalement, mais détourné des milliards d'impôts. Il l'a fait volontairement pendant des années. Cette personne est maintenant présidente de la Commission européenne et on vient nous dire qu'elle va gérer contre la fraude fiscale. Enfin, là aussi on se fout de nous. Marine Le Pen intervient dans le LuxLeaks, il dit oui c'est scandaleux. Mais elle ne dit pas que la seule façon d'en finir avec LuxLeaks, c'est d'avoir une réglementation, une harmonisation au niveau européen. En fait, elle défend le nationalisme ici au niveau de la fiscalité, qui est à la base de nos problèmes. Donc, on voit ici l'irrationalité de ces thèses nationalistes et souverainistes. Quand vous êtes malade et que vous allez voir tous les médecins, et que les médecins les uns après les autres échouent, bah vous finissez par aller voir le guérisseur, vous finissez par aller même voir ceux qui retournent les cartes anciennes et qui vont vous dire ben oui, il y a un moment où on ne peut pas vivre sans espérance. On permet aux grandes entreprises de frauder et puis on continue à tabasser le petit retraité, le chômeur qui est montré du doigt ici ou là. Cette Europe-là, elle a complètement perdu le sens de ses logiques. Ces logiques n'étaient pas de défendre une économie libérale. Elle était de mettre en place des logiques de solidarité. C'est là-dessus qu'est en train de surfer Marine Le Pen et son parti. Les partis d'extrême droite sont incapables d'insuffler l'alternative économique dont ont besoin nos pays. Car malgré leur populisme, ce sont les alliés des élites économiques. Il y a maintenant Madame Le Pen qui, en théorie et dans les mots, se positionne contre les élites et contre les plutocrates. Mais en aucun cas elle ne défend les intérêts des travailleurs, mais bien ceux des élites qu'elle dénonce ouvertement. Parce que les élites économiques profitent presque toujours de la montée des partis extrémistes. Donc les programmes sociaux des partis de gauche et d'extrême droite sont très clairement différents. Ah ben nous, de toute façon, on fait tous azimuts, hein. Que ce soit en matière économique, on conteste l'euro, que ce soit le système économique, on conteste l'ouverture des frontières à tout crin, on se bat pour un peu plus de protectionnisme aux frontières, on se bat pour de la réindustrialisation et du patriotisme contre l'immigration. Bref, c'est l'ensemble du chantier qui est à reprendre à zéro, et c'est ce que nous essayons de défendre dans toutes les commissions. Là, je vous en donne un chacun. Marine. En fait, j'en ai assis. C'est Marine. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ces documents? Il y a ta carte d'identité. Alors, Lucie voit une carte d'identité. Une carte d'identité, ça sert à quoi? À voyager. Est-ce que je peux aller en Italie si j'ai envie avec? Oui. Oui. Est-ce que je peux aller aux États-Unis? Non. Pourquoi? Parce que ça fait pas partie de l'Union européenne. Parce que ça fait pas partie de l'Union européenne. Donc avec une carte d'identité, je peux voyager dans tous les pays de l'Union européenne. Est-ce que ça a toujours été le cas? Non. Non? Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Avant que l'Union européenne existe, qu'est-ce qu'il y avait entre les pays? Des frontières. Des frontières, d'accord. Et puis depuis quelques années, il n'y a plus de frontières. Alors, les pays où on peut passer librement, sans avoir besoin de papier particulier, font partie de quelque chose qu'on appelle l'espace Schengen. Vous avez déjà entendu ça? Non. Voilà. Les accords de Schengen doivent être révisés. On ne peut pas laisser la gestion des flux migratoires entre les seules mains des technocrates et des tribunaux. Les décisions d'entrée sur notre territoire doivent être l'expression d'une volonté politique décidée par la souveraineté nationale. Celui qui se déplace en Europe pour ses activités professionnelles, celui qui se déplace en Europe pour ses loisirs, considère que Schengen, c'est un grand plus. Celui qui n'a pas les moyens de se déplacer voit effectivement l'étranger, quel qu'il soit, comme une agression et met en cause Schengen.
Je pense qu'il y a des problèmes avec certains aspects de l'immigration venant de l'Est de l'Europe. Nous nous sommes fermement opposés à l'élargissement pour de nombreuses raisons. D'abord, parce que nous croyons que l'économie de beaucoup de ces pays n'est pas compatible avec celle des anciens États membres. Donc, faire entrer ces pays a créé d'énormes déséquilibres. Chaque élargissement a mené à un plus grand développement de l'Union européenne. Actuellement, nous sommes le plus important marché au monde du point de vue économique. Donc je ne pense pas que l'élargissement ait affaibli l'Union européenne. Il s'agit là d'un prétexte utilisé par ceux qui attaquent l'Union européenne. L'élargissement de l'Union européenne tel qu'il a été fait, à l'initiative de Jacques Chirac et du chancelier Schröder en 2004, ça se voulait une réponse à cette question-là. Quels moyens se donne-t-on pour fixer les populations chez elles plutôt que de continuer à les attirer par notre niveau moyen de vie? La décision qui a été prise par les Européens de l'Ouest, c'est de faire rentrer ces pays dans l'Europe et de consacrer des moyens à l'élévation de leur économie. Et les 15 qui ont élargi l'Union européenne d'alors se sont dit « Accueillons ces pays dans le salon de cette maison Europe ». Mais nous avons atterri dans la pièce des domestiques. La division entre l'Europe occidentale et l'Europe dite orientale, elle ne date pas de la Seconde Guerre mondiale, elle est très antérieure. Ça correspond en fait à la fracture liée à la révolution industrielle. Ce type de division n'a pas été surmonté par les adhésions à l'Union européenne. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a, à peu de choses près, le même type d'écart entre l'Allemagne et la France, d'une part, et la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, etc., la Bulgarie, qu'il y avait dans les années 30. Le problème, c'est qu'ils ne se sont pas enrichis d'une manière significative, car nous nous appauvrissons d'une manière significative. La suppression des frontières douanières, économiques et politiques, c'est la fin de l'économie française. C'est la ruine du peuple français et c'est la fin de la France. L'ouverture à l'Europe centrale a, il ne faut pas non plus se voiler la face, modifié un certain nombre de flux économiques. Et il est clair qu'un certain nombre de grandes entreprises ont été chercher une diminution des coûts de production en allant créer des emplois dans ces pays et en abandonnant les emplois dans l'Europe de l'Ouest. Traduction, venez chez nous, ne payez pas notre main-d'œuvre qualifiée, elle n'est pas encore protégée. Faites-en ce que vous voulez, mettez-les dans des situations indignes, tuez-les à la tâche. Ici, tout est possible. Si les politiques mises en place avaient contribué à réduire davantage le niveau de rémunération entre un salarié tchèque et un salarié belge, par exemple, eh bien, je suis sûr que la problématique de l'Europe se poserait autrement aujourd'hui. Malheureusement, en Europe et dans de nombreux pays en ce moment, la circulation, ce qu'on appelle la mobilité, n'est plus un choix du citoyen, mais une nécessité pour la survie. On exploite au sein de la communauté européenne les habitants des pays les plus pauvres pour les faire venir dans les pays les plus riches et ainsi peser à la baisse sur les salaires des autochtones, des indigènes. Ceci est un fait indéniable. Mais eux tirent la conclusion que pour empêcher cela, il faut fermer les frontières. Or, la conclusion que nous en tirons, nous, la gauche, c'est qu'un même travail dans un même endroit mérite le même salaire. La Roumanie a envoyé vers l'Europe les meilleurs informaticiens, les meilleurs médecins. Et je crois que c'est un atout pour beaucoup de pays de l'Union européenne que des gens formés en Roumanie travaillent maintenant dans des pays de l'Union européenne. Nous devons travailler à créer un salaire minimum et non pas lutter contre des personnes venant d'autres pays qui travaillent par exemple en Allemagne. Des avancées sont possibles, elles sont en route, sur la pénibilité du travail, sur la durée légale du travail, sur la durée de la carrière professionnelle.
Je pense que ce n'est pas avec moins d'Europe qu'on réglera les problèmes, c'est avec davantage d'Europe sur quelques grandes questions. Avec Schengen, par une interprétation parfois tendancieuse, on joue ou on alimente les peurs. On ne peut pas tolérer que la Méditerranée soit un grand cimetière. Le pape François condamne ce qu'il nomme la culture du déchet appliquée à la personne humaine. Trop de situations subsistent aujourd'hui. Des situations dans lesquelles les êtres humains sont traités comme des objets qui ensuite peuvent être jetés quand ils ne servent plus. C'est ce que nous disons, nous, depuis très longtemps. Et là où il a eu une phrase que personne n'a relevée, en tout cas n'a pas voulu relever, il a dit « mais c'est bien de s'occuper des conséquences, c'est-à-dire de l'état des migrants ». Parce qu'évidemment, la misère humaine, personne ne peut y être insensible. Mais il serait quand même bon, utile et nécessaire de s'occuper des causes. Or, les causes de l'immigration, c'est l'extrême pauvreté des continents qui nous envoient de l'immigration. Or, qui s'occupe de ces problèmes-là ? C'est honteux ce qui se passe. Plutôt que de faire venir ces gens dans les pays riches en leur faisant croire que c'est l'Eldorado, il vaudrait mieux les aider à se développer chez eux. Ces pays ne sont pas pauvres. Ils disposent de ressources naturelles inestimables. Mais le pouvoir global de l'argent et le système économique exploitent les ressources naturelles de ces pays et leur force de travail, de telle sorte qu'ils se retrouvent en dernière position, tout en bas du tableau. Le consumérisme à l'échelle planétaire laisse de côté, il faut bien le dire, peut-être les 4/5 de la planète, avec des conséquences écologiques et avec des conséquences humaines gravissimes. Leur critique ressemble parfois à une critique de gauche, parce qu'ils dénoncent eux aussi le néolibéralisme, entre autres choses. Mais en y regardant de plus près, on y trouve des arguments stéréotypiques du nationalisme, du souverainisme et de la xénophobie. Évidemment, un garçon né en Afrique peut venir en Europe et fonder une famille. Mais cela ne doit pas signifier l'exode d'1 million d'Africains qui viennent changer le visage de Turin, Gênes, Vérone, Nice ou Düsseldorf, et ainsi de suite. Si vous les sortez de la misère des pays dans lesquels ils vivent pour les remettre dans une autre forme de misère, aujourd'hui dans des quartiers français, où leurs enfants sont laissés, qu'on le veuille ou non, à une absence d'éducation, parce que c'est le cas, à la jungle des banlieues, au pouvoir de la drogue ou des trafics divers et variés, et qui finissent summum bu summum, par transformer une partie de ces jeunes générations en ennemis du pays dans lequel ils vivent, mais je pense que la responsabilité, elle est grande. Donc c'est un peu comme l'épidémie d'Ebola. Parce que là non plus, la solution n'est pas d'envoyer des médecins dans une situation dangereuse. Ils ont vraiment le pouvoir du poison. C'est-à-dire qu'ils ne ressemblent pas à des fascistes prêts à en découdre et face auxquels on peut immédiatement se dire « je n'ai rien à voir avec eux ». Ici, ils se présentent en costume, ont un langage châtié. Ainsi, le poison du racisme et de la politique de droite qu'ils incarnent peut mieux se propager. Et donc cette espèce d'idée qu'on doit fermer la porte derrière soi alors que nos grands-parents, quand ils étaient pieds nus, ils ont été accueillis en France et ils y ont trouvé des perspectives de développement, ben moi je trouve ça dégueulasse. Nous avons une économie qui est très différente de celle du reste du monde. Si vous regardez l'Europe de la Lune, c'est 7% de la population du monde, c'est 20% de l'économie du monde, c'est 50% des dépenses de sécurité sociale dans le monde. Compte tenu de l'ampleur de la redistribution, ce modèle a besoin de croissance.
L'Europe est un des rares endroits de cette planète où la population diminue. La seule solution à terme à ce rétrécissement démographique, c'est l'immigration. Mais les opinions, pour l'instant, ne sont pas là. Il faut un travail d'éducation, de débat public, parce que l'argument économique ne suffit pas à convaincre. C'est la Marianne et le bonnet phrygien. Alors, qu'est-ce que c'est? Des francs. Ah, des francs. Et qu'est-ce que c'est, des francs? De l'argent. Alors, Claudia? Avant, c'était des francs et maintenant, c'est des euros. Où ça? Où est-ce qu'on utilisait les francs avant? Aux États-Unis. Écoute bien le nom. Francs. En France. En France. Qu'est-ce qui vous fait penser à la France sur ces billets et ces pièces? Édouard? Il y a marqué Banque de France. Il y a marqué Banque de France. Qu'est-ce que vous remarquez d'autre? Le devise de la France, égalité, fraternité et liberté. C'est dans cet ordre-là? Non, liberté, égalité, fraternité. D'accord, donc vous avez vu la devise de la France. Alors vous êtes beaucoup trop jeune pour avoir connu ça. Depuis que vous êtes né, est-ce qu'on paye avec des francs? Non. Avec quoi? May? Des euros. La monnaie européenne, c'est une idée qui a des origines très anciennes. Elle est liée d'ailleurs à l'idée des États-Unis d'Europe qui avait été lancée par Victor Hugo, donc c'est une très vieille idée. Au début des années 1990, c'est la réunification allemande. On voit ressurgir l'idée de la monnaie européenne. Jacques Delors, qui est quand même à la manœuvre, dit une chose qui est très importante. Il dit, si on fait l'union monétaire, on sera obligé de faire rapidement l'harmonisation des fiscalités entre les pays, l'harmonisation des systèmes sociaux et l'harmonisation des politiques budgétaires. Économiquement, la monnaie unique, du moment où elle est appuyée par des institutions, oui, c'est une idée qui fait sens. Mais dès le début des années 2000, on se rend compte très vite que l'Europe sociale n'aura pas lieu. L'Europe fiscale est en panne, et durablement en panne. L'Europe budgétaire, si elle se construira uniquement d'un point de vue de l'austérité. C'est la solidarité des dettes. C'est-à-dire qu'on va aller chercher... la solidarité de la richesse et de l'activité et de la prospérité. Non, pas de la richesse, il n'y a pas de richesse. Dans la zone euro, depuis 10 ans, on a la croissance... a provoqué une très forte expansion de la croissance la plus faible du monde. La mutualisation des dettes va obliger les Français à payer pour les dettes des autres pays européens. Et croyez-moi, il n'y a pas que la Grèce. C'est pas une crise de la dette. Si vous voulez, la question de la dette, c'est un symptôme. La question du chômage, c'est un symptôme. La question des politiques d'austérité, tout ceci, ce sont des symptômes. Le fond de la crise de la zone euro, c'est l'existence de structures hétérogènes entre les économies des différents pays, par exemple entre l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, etc., et l'absence de mécanismes correcteurs de ces hétérogénéités. L'architecture de l'union monétaire en elle-même n'aide pas les pays pauvres de la périphérie à s'en sortir. C'est l'inverse qui se produit. Si vous regardez le déficit des pays de la périphérie, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal, cela équivaut au surplus amassé par l'Allemagne. De mon point de vue, l'un des principaux problèmes à l'origine de cette crise, c'est que les balances commerciales des pays membres sont très déséquilibrées. Tout ceci montre que une monnaie unique, ça peut fonctionner, mais il faut que se constitue très rapidement un État. Or, très clairement, l'unification politique n'est pas à l'ordre du jour en Europe.
L'euro est un handicap majeur à notre économie et d'ailleurs, les Français commencent à en être conscients puisque 40% des Français considèrent que l'euro est un handicap, quand seulement 26% considèrent que c'est un atout. Je me félicite de leur lucidité et je leur dis qu'il y a une autre voie que celle qu'on nous impose depuis 30 ans, la voie, encore une fois, d'un patriotisme économique intelligent et d'une sortie concertée, planifiée de l'euro. Nous verrons après 2017, lorsque nous serons à l'Élysée, si les autres partenaires de l'Europe acceptent de renégocier les traités. S'ils acceptent, tant mieux, on pourra progresser. Très honnêtement, la dissolution concertée, qui est pourtant normalement la meilleure des solutions, me semble hélas très peu probable. S'ils refusent, à ce moment-là, pour nous, en France, c'est le peuple qui est souverain. J'organise dans les 6 mois un référendum. Dans les 6 mois qui précéderont ce référendum, j'irai voir l'Union européenne en disant... Si vous ne rendez pas au peuple français sa souveraineté monétaire, alors je demanderai aux Français de sortir de l'Union européenne. La France et l'Italie sont dans l'union monétaire. La sortie de l'un de ces deux pays créerait certainement de gros problèmes dans l'ensemble du système. Donc je pense que c'est leur plus grande crainte. 95% des nations souveraines ont une monnaie qu'ils utilisent comme ils veulent. On revient aux monnaies nationales parce que ça nous permettra de dévaluer et de pouvoir relancer nos économies, notre commerce extérieur et évidemment notre croissance et donc moins de chômage. C'est ça. C'est en cela que la fin de l'euro est nécessaire. Hein. Ah bon? Parce que les Italiens et les Espagnols, pendant ce temps-là, ils ne vont pas eux aussi dévaluer la lire et le pesetas. C'est-à-dire que la France seule va dévaluer et les autres vont rester hauts et on va redevenir compétitif. Voilà typiquement les mensonges à la Le Pen. Typiquement. C'est tout le débat, c'est que nous on dit que ça va fonctionner. Vous me rappelez la monnaie de l'Angleterre? Ils ont dévalué récemment. Et ils ont une croissance de 3,5. Nous offrons des solutions qui peuvent être considérées comme simples. Mais nous disons, pourquoi ne pas les essayer? Pourquoi ne pas démanteler l'euro qui est trop fort pour tous les pays membres? D'abord, ça veut dire que les pensions de retraite, tous ceux qui ont mis des économies, ils vont se prendre une énorme claque. Ce serait dramatique pour un pays comme la France que ça ramènerait 40 ans en arrière, avec des coûts phénoménaux pour un pays qui est fortement endetté comme la France. Si nous revenons chacun à nos monnaies, eh bien nous rétablirons les montants compensatoires qui existaient entre l'Allemagne et la France dans les années 60-70. Ça serait vraiment se shooter dans le pied big way. Hein. Et puis, nous irons faire l'aumône avec notre petit franc. Est-ce que l'euro est une grande monnaie internationale ou non? Réponse, oui. Est-ce que le franc aujourd'hui, français ou belge, ou est-ce que la pesette, ou est-ce que la lire serait une grande monnaie internationale aujourd'hui? Évidemment, non. Très souvent, ces discussions ont lieu pendant les campagnes électorales. Parfois, il s'agit de thématiques populistes, mais en réalité, aucun pays n'a pris de telles décisions claires et majeures. Au niveau gouvernemental, aucune décision de retrait de la zone euro ou de l'Union européenne n'a été prise. Je crois que l'euroscepticisme est devenu une mode dans certains pays de l'Union. Une mode basée sur le populisme, mais qui ne passera pas l'épreuve du temps. En combinaison avec la crise, cette tendance a résisté quelques années. Elle durera peut-être encore 1 ou 2 ans, mais l'euroscepticisme n'est pas une solution pour l'Europe. Je crois que l'avenir des États membres de l'Europe, c'est d'être ensemble. Je crois en une Union européenne dont tous les États européens feraient partie. Peut-être même qu'un élargissement vers l'Est de l'Union serait utile. Je crois dans la citoyenneté européenne. Ce qui nous fait peur, c'est que ceux qui veulent créer les États-Unis d'Europe n'ont rien compris aux gens, ni aux changements survenus sur la planète. Nous faisons concurrence à l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil, qui sont en pleine expansion. Et il faut être libre, entreprendre,
Permettre aux gens de partir à la conquête du monde, de commercer, de travailler et vivre avec des gens de partout. Mais la structure même de l'Union européenne empêche cela. Soyons sérieux, ce n'est pas au niveau national qu'on peut encore faire valoir nos idées, nos valeurs face aux Chinois, aux Indiens, aux Américains, aux Japonais, aux Russes, etc. Puisque même l'Allemagne n'a pas le droit de citer à la table des grands. Donc si nous voulons continuer aussi à peser sur le monde, sur la marche du monde, sur l'économie, sur la finance, sur le climat, il me semble que nous avons intérêt à continuer à travailler ensemble. Je crois que cela peut être fait au sein de l'État-nation, sans mauvais nationalisme, mais avec un sentiment fort de patriotisme démocratique. Il n'y a pas moins de souveraineté pour la France ou par l'Allemagne par l'Europe. Par la construction européenne. Au contraire, je dirais, ce n'est qu'au niveau européen qu'on peut retrouver la souveraineté, qu'on peut retrouver la capacité de décider sur notre propre sort. Ils disent